Depuis la nuit des temps, l'homme a construit des civilisations entières autour d'un seul et même besoin, l'eau. Elle a nourri nos champs, rempli nos poumons, bâti nos empires. Elle a été offerte par les dieux, sacralisée par les peuples, jalousement gardée derrière les murs des grands puissants. Et elle est la seule ressource dont aucune vie, aucune industrie, aucune économie ne peut se passer. Aujourd'hui, pourtant, cette ressource sacrée est menacée. Le réchauffement climatique accélère l'évaporation des nappes, la croissance démographique explose la demande. Et pendant que la majorité détourne le regard, certains anticipent, s'organisent et évidemment investissent. Car ils ont compris une vérité brutale, dans un monde où l'eau devient rare, elle devient aussi un actif. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est déjà une réalité. Dans certaines régions du globe, l'eau est plus chère que le pétrole. Des hedge funds rachètent des terres simplement pour contrôler l'accès à l'irrigation. Et sur le marché à terme, l'eau est désormais cotée. Oui, cotée comme l'or, le gaz ou bien même le blé. Ce que tu t'apprêtes à découvrir, c'est bien plus qu'un secteur d'investissement, c'est une guerre silencieuse, une transformation profonde dans notre rapport au monde et surtout une opportunité historique pour ceux qui sauront lire entre les lignes au croisement de la géopolitique, de la technologie et de la finance. Si toi aussi tu es partant pour te former à l'analyse fondamentale, tu peux dès à présent candidater pour Finology, qui n'est pas un simple projet mais un espace restrictif dans lequel je t'enseigne tous les points obligatoires à connaître, que tu sois un particulier qui n'ait jamais entendu parler d'économie ou un trader investisseur déjà rudement avancé sur le sujet qui cherche à approfondir la globalité de ses connaissances en interprétation économique dans le but de venir compléter ton analyse technique sur les graphiques. Le pari fou des milliardaires, investir dans l'eau, l'objectif finalement de cette vidéo c'est de vous expliquer un petit peu ce qui se trouve derrière ce sujet. Donc on peut lire que start-up technologique, immobilier de luxe multinational, matières premières, voici traditionnellement les investissements privilégiés des ultra riches. Pourtant ces dernières années, une nouvelle obsession émerge discrètement, les droits sur l'eau. Pourquoi cet intérêt soudain? La réponse est simple, l'eau devient une ressource de plus en plus précieuse, alors que la population augmente sans cesse, la consommation d'eau, elle, suit la même trajectoire, mais la quantité d'eau disponible, elle, sur Terre, diminue, voire même potentiellement demeure constante, ou pas, d'accord? Conséquence directe, la valeur de l'eau augmente inévitablement, d'accord? Et encore une fois, l'eau est un atout absolument obligatoire dans l'économie, dans l'industrie, voire même dans la consommation classique, d'accord? Nous sommes composés à 70% d'eau, donc à partir du moment où vous ne pouvez plus vous hydrater, tout de suite ça va commencer à devenir très compliqué. L'eau est un enjeu géopolitique majeur, selon un rapport récent de l'ONU, une personne sur 4 dans le monde souffre d'un manque d'eau. Dans un avenir proche, les 2/3 de la population mondiale pourrait vivre en dessous finalement de cette situation, c'est-à-dire en situation de stress hydrique. Les effets finalement du changement climatique intensifient les sécheresses en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Australie, exacerbant finalement encore davantage finalement cette crise. L'agriculture, grand consommateur d'eau, utilise actuellement 70% des ressources disponibles. Un simple hamburger nécessite environ 2400 litres d'eau, ajoutant finalement cela à l'expansion rapide de l'urbanisme finalement et l'augmentation exponentielle de la demande. On comprend vite pourquoi l'eau est devenue ce qu'on appelle l'or bleu, un marché discret mais extrêmement lucratif. Posséder un terrain ne garantit pas nécessairement le droit de posséder l'eau qui les contient. Les droits à l'eau constituent aujourd'hui un marché à part entière avec une stabilité impressionnante, résistant même aux crises financières de 2008 contrairement aux crypto-monnaies ou aux actions, d'accord, bon, les crypto-monnaies sont sorties après 2008 pour le coup. En France, les factures d'eau explosent, dans l'heure finalement le tarif a grimpé de 60% en 2024, tandis qu'en Provence une augmentation de 12,6% a été observée en 2023. En moyenne, le prix du mètre cube d'eau a atteint 4,80 € en 2022 et 2023, soit une hausse annuelle de 5%. Évidemment, Bill Gates est très présent sur ce secteur-là, mais ne répond que très rarement finalement, il ne commande que très rarement et publiquement ses acquisitions foncières agricoles, d'accord, selon certains rapports. Ça s'inscrit a priori dans une logique d'investissement de long terme avec de bons rendements, combiné à une volonté de transformer l'agriculture via la technologie. Mais encore une fois, Bill Gates est l'un des exemples les plus frappants avec ses 110 000 hectares de terres agricoles aux États-Unis, situées principalement dans des régions arides. Il s'assure l'accès à l'eau, même en cas de sécheresse extrême. Pourquoi? Parce que les propriétaires fonciers possèdent finalement des droits anciens sur l'eau, disposant finalement d'un accès
prioritaire. En France, Veolia et Suez se positionnent également de manière très agressive sur ce marché. Au-delà de la simple gestion de l'eau potable, ces géants de l'investissement massivement entre guillemets impliqués dans l'acquisition de droits à l'international, finalement notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie, développent des technologies avancées pour capter et forcément traiter l'eau. Le but est clair, sécuriser un pouvoir durable sur cette ressource stratégique. Michael Burry, évidemment très célèbre pour finalement sa prévision des subprimes, résume la situation de manière très limpide. L'eau sera le pétrole de demain et lui-même investit concrètement dans des terres agricoles consacrées à la culture des amandiers, très gourmands en eau. Effectivement, si vous venez à détenir par exemple des terrains de culture qui nécessitent beaucoup d'eau et que vous avez en plus de ça un droit sur l'eau, vous pouvez vendre on va dire les produits en interne beaucoup plus cher. Et là vous avez ce qu'on appelle de Gates Land Holding by States. C'est entre guillemets finalement des chiffres qui montrent une stratégie largement orientée vers des États du Sud et du Midwest, d'accord, là où justement la terre est moins chère, fertile et propice à une agriculture de grande échelle, souvent évidemment mécanisée, d'accord. Donc on peut voir effectivement que Bill Gates est quand même très bien entre guillemets réparti sur pas mal de choses. Donc vous avez ce qu'on appelle les farmland, donc c'est tout ce qui va pouvoir concerner finalement les terres agricoles, 242 000 acres, c'est quand même assez énorme, donc c'est des hectares. Transitional, c'est tout ce qui est par exemple en transition pour des projets immobiliers ou industriels, d'accord. Et ce qu'on appelle le recreational, donc le récréatif, qui lui aussi est quand même une très grosse partie finalement de sa détention. On voit par exemple qu'en Louisiane, il détient quasiment 70 000 hectares, dans l'Arkansas quasiment 47 000, d'accord. Au Nebraska 20 000, au Mississippi quasiment 17 000, en Floride quasiment justement 15 000, d'accord. C'est des chiffres qui montrent on va dire une stratégie largement orientée dans l'acquisition de ces terrains-là. Alors pourquoi c'est important? Bill Gates, c'est l'un des plus grands propriétaires de terres agricoles aux États-Unis, et cette concentration de terres, elle soulève plusieurs sujets auxquels on pourrait se questionner. Au niveau de l'alimentation et de la souveraineté, qui contrôle la production alimentaire? Au niveau du développement durable, ces terres sont-elles utilisées de façon responsable ou de manière écologique évidemment, dans l'idée de créer finalement des ressources alimentaires qui ne rendent pas malades les gens, d'accord, avec pourquoi pas des perturbateurs endocriniens ou tout genre de choses. Bon, il faut savoir que par exemple aux États-Unis, les pastèques sont nettoyées avec du chlore, d'accord, donc c'est sûr que en France, bon, on est très embêtant avec tout ça, avec justement les normes et les règlements pour les agriculteurs, mais ça nous permet quand même, on va dire, d'avoir de la nourriture qui en vaille la peine et qui ne nous rend pas malade à partir du moment où on l'ingère, d'accord, c'est très important de le comprendre. Donc ça aussi, ça va être une grande question au niveau de la spéculation foncière. Les terres deviennent-elles un actif financier comme un autre? Et au niveau de la transition écologique, est-ce que les transitional acres, quelque part, sont destinés à des fermes technologiques solaires ou à des projets immobiliers? Est-ce que c'est problématique justement que Bill Gates détient autant de terres? Il y a un avantage qui est perçu, ça veut dire que s'il utilise ces terres pour favoriser une agriculture durable, technologique et productive, ça peut être ultra bénéfique, d'accord. Par contre, évidemment, il y a une inquiétude possible autour du fait que si c'est une manœuvre de concentration de richesse ou de spéculation foncière, ça pourrait aggraver les inégalités rurales et la dépendance aux géants privés. Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Bill Gates a longtemps refusé de commenter publiquement ses acquisitions foncières agricoles. Selon encore une fois certains rapports, ça s'inscrit dans une logique d'investissement long terme avec des bons rendements. D'accord, donc ça c'est très important à comprendre, et il faut comprendre aussi que investir dans l'eau, c'est pas simplement un phénomène de mode, d'accord. Depuis 2007, vous avez un ETF mondial qui est consacré uniquement aux entreprises du secteur de l'eau, qui affichent des performances largement supérieures à celles des indices boursiers traditionnels. Donc là en bleu, vous avez justement l'ETF et son évolution, et là vous avez le S&P 500, enfin le MSCI, tout du moins index, qui est présent ici. On voit bien que finalement le iShares Global Water surperforme largement le marché traditionnel. Bon, on ira rééquilibrer un petit peu ça par la suite parce que c'est un petit peu abusé sur certains points, notamment sur 2021, on ira voir ça de manière beaucoup plus précise. Encore une fois, la plupart des investisseurs voient encore une fois dans l'eau un actif anti-fragile, capable on va dire de résister aux crises économiques majeures et de s'assurer des rendements stables à long terme, encore une fois dans un contexte où
Les ressources naturelles deviennent chaque jour de plus en plus stratégiques. Il n'est guère étonnant de voir entre guillemets la smart money quelque part choisir ses investissements. Encore une fois, c'est le véritable enjeu de ce qui va pouvoir intervenir dans les années à venir. Donc là justement, je vous ai comparé l'indicateur, l'ETF qui est ici, donc le iShares Global Water UCITS. Ok, donc UCITS, ça veut dire qu'il est mandaté en Europe, donc vous pouvez l'acheter sur les plateformes européennes pour ceux qui sont européens. Pour ceux qui ne sont pas européens, vous pouvez acheter n'importe quoi, notamment présent aux États-Unis. Et on peut voir qu'on a une parfaite corrélation entre ce qui se passe sur le S&P 500 ici en violet, ainsi que sur l'ETF juste là. Et on voit que pendant toute cette période-là, l'ETF surperforme le S&P. Ici, surperforme aussi le S&P. Là aussi, c'est pareil, une très très grosse surperformance du S&P au niveau de juillet 2022. D'accord. Après, là, on a eu la guerre en Ukraine, etc. Donc l'indice a légèrement corrigé. Ok. Mais ici, on a vraiment une surperformance aussi ici. D'accord. Donc forcément, ça en fait des actifs très intéressants. Et il y a deux très très grosses sociétés aux États-Unis auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui, qui sont les cadors un petit peu du domaine. C'est American Water Works et Xylem. Ok, American Water Works, c'est la plus grande société américaine cotée en bourse spécialisée dans les services d'eau et d'eau usée, qui fournit des services à plus de 14 millions de personnes aux États-Unis. Et Xylem, c'est la même chose, mais elle est spécialisée plutôt dans les technologies d'eau et elle va offrir des solutions pour le transport, le traitement et surtout l'analyse de l'eau. D'accord, donc là vous avez la totalité des données, notamment on va dire de American Water Works, ok, qui est juste ici. Donc il y a quand même 7000 salariés, c'est une société qui fonctionne très bien. On a une évolution de sa marge nette qui est absolument fantastique, il distribue des dividendes. On n'est pas là pour faire un audit, mais tout ça pour dire que le cadre financier et on va dire le cadre, comment je pourrais dire ça, des statistiques est plutôt très bon. Et ici vous voyez bien, quand on compare par exemple LWT, pardon, comme on l'appelle, donc American Water Works, ici vous avez une super performance finalement de l'action en question par rapport au S&P 500, encore une fois ici qui est en violet. Ok, vraiment elle surperforme de manière annuelle tout ce qui peut se passer. Donc on voit ici qu'entre 2016 et quasiment 2021-2022, on a beaucoup plus de performance sur cette entreprise que sur simplement le S&P 500. Ici vous avez Xylem et c'est exactement le même topo. D'accord, ça surperforme finalement le S&P 500 sur pas mal de points. Et vous avez d'autres ETF qui vous permettent aussi d'investir finalement sur tout ça. Vous avez le FIW, donc qui est idéal pour une exposition équilibrée aux entreprises américaines du secteur de l'eau. Vous avez le CGW qui offre, on va dire, une forte pondération sur AWK et justement Xylem qui est juste ici avec une diversification mondiale. Vous avez justement Walt juste là qui combine une approche ESG avec une exposition significative finalement aux deux entreprises américaines. Et pour terminer, PHO qui se concentre sur les entreprises américaines avec une forte pondération évidemment sur ces deux très grosses boîtes. Je vous ai mis tout le détail ici pour que vous puissiez comprendre. Au niveau justement de la pondération des ETF, c'est très important de vous renseigner quand justement vous faites ce genre de métier ou ce genre d'investissement. Par exemple sur le premier, on voit que c'est pondéré de manière égale par tierce, d'accord. Ici on s'occupe que des entreprises américaines liées à l'eau. Donc vous avez ici AWT juste là, d'accord. Vous avez IDEX Laboratories juste ici, Essential Utilities, bon il y en a quand même pas mal qu'on n'a pas regardé, mais ici vous avez Xylem aussi qui se situe là avec des pondérations plutôt acceptables. Ici vous avez justement le deuxième, c'est GW, ok, qui pareil lui a pondéré Xylem à quasiment 9%. Ici AWT finalement à 8,35%, ce qui est très intéressant, c'est quasiment la même pondération. Et la plupart des très grosses sociétés aussi qui viennent découler par la suite, là pareil, hein, vous avez le Walt avec Ferguson en premier, AWT juste derrière, Xylem en quatrième, et juste ici AWT qui est en troisième. Et vous voyez que la pondération n'est pas forcément très éloignée, donc ça fait on va dire 4 ETF très intéressants à observer. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grosse partie délivre les dividendes des sociétés présentes dedans, donc forcément c'est très intéressant. On va pouvoir se retrouver sur le graphique pour voir un petit peu comment on peut anticiper tout ça, mais l'idée c'est de comprendre entre guillemets tout ce gros sujet autour de l'or bleu, d'accord, dans une perspective de diversification d'investissement de votre côté, d'accord, et donc une bonne compréhension et une découverte finalement de ce gros secteur finalement qui est l'eau, qui est la matière première la plus importante sur la planète avant même le pétrole, parce que le pétrole ne garantit pas finalement de rester en vie, l'eau oui, d'accord, donc c'est forcément un investissement très important à pouvoir observer qui peut parfaitement faire partie de votre portefeuille.
Nous voici sur les écrans et on va pouvoir essayer d'analyser finalement American Water Works, qui est une des plus grosses sociétés américaines finalement impliquées dans tout ce qui va pouvoir concerner l'eau, d'accord. Et effectivement on voit que ça reste une des sociétés, notamment par exemple évidemment pendant les subprimes et pendant le Covid, qui prend des très grosses claques. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, si justement l'eau est une des matières premières quasiment obligatoires dans l'industrie, si on a un ralentissement de l'industrie, on a un ralentissement finalement de l'eau, d'accord, et de l'utilisation de l'eau, donc forcément American Water Works s'occupe aussi de professionnels, donc a moins de travail on va dire à gérer. Donc si elle a moins de travail à gérer, ça veut dire qu'elle fait moins de chiffre d'affaires. Si elle fait moins de chiffre d'affaires, elle fait moins de résultats, donc forcément elle subit des désagréments économiques, d'accord. Là on est vraiment finalement sur l'angle de consommation, c'est un peu comme le pétrole, d'accord. Par exemple si on prend Chevron, d'accord, ça reste des matières premières. Sur Chevron, si on le prend ici et qu'on met l'US Oil, ok, si juste à côté vous mettez l'US Oil et que on met par exemple les grosses récessions, pendant les récessions le pétrole chute. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de consommation de pétrole, ok, donc forcément s'il y a moins de consommation d'eau, qu'il y a de moins de consommation de pétrole sur une entreprise comme Chevron, d'accord, bah tout de suite derrière vous avez finalement un recul de l'action en question, d'accord. Ici oui, ça a parfaitement reculé, mais la quasi-totalité du temps c'est quand même très corrélé, d'accord. Donc si on retourne justement sur ce graphique, ok, on peut littéralement observer que entre 2009 et finalement là ici 2021, on a eu une énorme explosion finalement du marché de plus de quasiment 1000% pour une société. C'est absolument gigantesque, d'accord, gigantesque. Et là l'idée c'est de comprendre un petit peu où les différentes allocations vont pouvoir potentiellement prendre place, d'accord. On a eu un très beau point bas ici sur le Covid qui est parfaitement venu finalement retravailler ce niveau aussi. Vous savez très bien que je suis en attente de recul économique, notamment aux États-Unis, d'accord. Donc voilà, vous pouvez en acheter au fur et à mesure. Par exemple, si vous avez un prix moyen qui est là, même si le marché tombe ici, voilà, sur les années et les années à venir, en principe, ça ne devrait pas être trop problématique. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre un petit peu la continuité du biais, d'accord, et surtout où est-ce que les plus beaux achats à long terme vont pouvoir potentiellement venir s'établir, d'accord. C'est ça qui va nous intéresser. Évidemment, c'est sûr que les plus bas du Covid vont beaucoup m'intéresser. Si ici on zoome en interne, on voit qu'on a une très belle demand qui prend place, d'accord. Donc forcément, avoir du American Water Works juste ici, ça serait absolument exceptionnel, d'accord. Encore une fois, dans une perspective de ralentissement aux États-Unis, d'accord. Tout du moins, c'est vraiment ce qui pourrait nous intéresser. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est d'observer que par exemple, si on met le IH2O, si pas de bêtises, doit être ça, voilà, magnifique, et qu'on le compare justement à, alors c'est pas celui-ci, autant pour moi, hop, on va mettre finalement iShare TAC Global Water, ce sera beaucoup plus simple. Ok, très bien. On voit qu'on a une parfaite corrélation finalement entre les deux, d'accord. Donc ça c'est vraiment top. Donc forcément ça fait partie des entreprises qui sont les plus intéressantes si vous voulez vous exposer un petit peu à tout ce secteur de l'eau, et évidemment suivre la smart money, notamment sur le marché des commodities, c'est-à-dire des matières premières, d'accord. C'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Alors je vous le mets en logarithmique, et effectivement ici on a quand même un spread qui est notable entre finalement l'ETF et notre cher AWK, ok. Donc l'idée c'est de comprendre lequel est en premium, lequel est en discount, d'accord. Bon, ça je l'expliquerai directement sur Finalogy, sur certains points, voire même sur le Discord public, ok. N'hésitez pas à le rejoindre. On va juste aller par exemple sur American Global Water. Tac, on va aller juste ici, voilà, top, on va regarder un peu ce qui se passe, et effectivement ici on nous imprime tout du moins une belle distribution de positions. Attention parce qu'ici la tiers a été parfaitement récupérée, d'accord. Donc à voir un petit peu si on ne peut pas avoir entre guillemets une sorte de belle reprise quand même du marché juste ici, ok. Encore une fois, à mon sens nous sommes dans un parfait copier-coller avec ce qui se passe notamment sous l'égide de Donald Trump, d'accord. Et j'attends un dernier top sur les marchés américains, d'accord, pour par la suite commencer à entrevoir beaucoup plus de problématiques finalement aux États-Unis. Ok, ça a été la première période Trump 1.0, Trump 2.0. Vous voyez, je fais un copier-coller finalement de la chute du marché. Bah, c'est exactement là-dessus qu'on est basé. Encore une fois, si par exemple je vous mets la M2 mondiale juste à côté, vous allez voir à quel point les marchés se situent extrêmement bien au moment où je vous parle. Donc forcément par rapport à ce qui peut se passer avec AWK, ça peut être une opportunité intéressante dans, pourquoi pas, les semaines à venir, mais il faut vraiment très bien analyser le biais pour quelque part en tirer quelque chose de plutôt correct et de plutôt convenable. Évidemment, dans tous les cas, c'est une entreprise qui verse des dividendes, donc c'est très intéressant, mais le mieux c'est de ne pas faire du stock picking, c'est-à-dire d'être, bon, ça ne veut pas changer a priori, c'est pas trop grave, le mieux c'est de ne pas faire du stock picking, c'est de faire justement plutôt de la diversification, ok, et de plutôt se baser sur un ETF qui vient ne pas prendre en considération qu'une seule entreprise, qu'une seule société, mais qui vient par exemple prendre un lot de sociétés, ce qui est évidemment le plus intéressant possible, d'accord. Donc attention un petit peu à ce que ça pourra donner, mais effectivement, post-récession, si à l'intérieur
intervient de manière très profonde, ça peut être évidemment un ETF absolument fou, on va dire, à détenir dans votre portefeuille, en grosse allocation évidemment, pour la bonne et simple raison qu'il n'y aura pas trop de problèmes à comprendre que l'eau ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'avoir un repricing dans ce bloc baissier ici, par exemple post-récession, ça pourrait être très intéressant. Voilà, donc au niveau par exemple de AWK, comment je viens de travailler un petit peu ce qui se passe là actuellement, c'est pas forcément très évident pour le coup, parce qu'effectivement, vous voyez, on a une sorte de distribution qui a pris place ici, d'accord, donc on va pouvoir zoomer un petit peu en interne si ça vous intéresse, avec justement des liquidités qui ont été récupérées ici, un last stop qui a été réalisé là, une trading range qui se situe parfaitement ici, d'accord, et il semble qu'on ait une réaccumulation qui est commencée, on va dire, à s'imprimer. C'est vrai que ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on a laissé un gros niveau de liquidité, tout du moins si on zoome en interne, pas tellement. On est surtout venu récupérer ici même, hop, on va le mettre juste là, ces gros niveaux-ci, d'accord, sur la période d'avril 2024, d'accord, donc très belle récupération juste là, pas de souci là-dessus, ok, et on a commencé à aller chercher des upsides sur ce niveau-là, avec une très belle recapitalisation dans ce très gros bloc baissier, d'accord, très important à noter. On a un order bloc plus précis juste ici évidemment, donc à voir un petit peu jusqu'où ça pourra nous transporter, d'accord, c'est très important de le comprendre. Je pense qu'effectivement venir chercher du travail ici en interne pour aller chercher au moins cet order flow, ça peut être intéressant, voire même de venir retravailler très clairement jusqu'à cette supply là-haut qui n'est pas mitigated, qui n'a pas été récupérée, d'accord, voire même venir travailler ce niveau de liquidité beaucoup plus haut, d'accord. Donc à voir un petit peu comment AWK pourrait évoluer, mais ça fera évidemment partie des actions que je vais surveiller, pourquoi pas, dans les mois à venir, mais encore une fois, voilà, toujours avec beaucoup de vigilance par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, écoutez, j'espère que ce sujet vous a plu, vidéo courte, on se retrouve du coup dans un prochain format. Merci à tous d'avoir suivi, abonnez-vous, commentez, partagez. Si jamais vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, ce sera avec grand plaisir de pouvoir en parler. Et si jamais il y a des sujets que vous voulez que j'aborde directement en vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci à tous, bonne journée, bonne soirée, et on se retrouve plus tard. Salut tout le monde, ciao.